Il est 23 heures partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de la transition au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a effectué une visite d'amitié de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. À plusieurs sujets, les questions sécuritaires ont été abordées au cours de cet entretien. Le point avec Jérôme Kofi Abola en début de journal. Route de l'Est, le ministre Amédée Kofi Kwaku a procédé au lancement de l'opération de réduction de dos d'âne. Des dos d'âne qui seront réduits de moitié pour une meilleure fluidité. Mais attention, le message reste le même. Vigilance, prudence et sensibilisation pour éviter les accidents de la route sur ce tronçon. Le Royaume-Uni connaît depuis ce lundi le nom de son nouveau Premier ministre. C'est une femme, son nom Liz Truss. Elle a été élue à la tête du Parti conservateur, devançant son adversaire Rishi Sunak pour prendre la succession de Boris Johnson comme chef de file des Tories et du gouvernement britannique. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. En visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire ce lundi 5 septembre, le président de la transition au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, comme vous pouvez le voir sur ces images, a rejoint cette nuit son pays, le Burkina Faso. Il a été accompagné à l'aéroport par des membres du gouvernement après donc une visite de 24 heures de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et avant son départ, dans le courant de la journée, le président de la transition Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est entretenu avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'évoquer plusieurs sujets, notamment les questions sécuritaires dans la sous-région. Le point de cette audience avec Jérôme Kofi Abola. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au bord de la lagune ébriée ce lundi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Le président de la transition au Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, se sont entretenus à cette occasion au palais présidentiel. Entretien à l'issue duquel le chef de l'État ivoirien s'est dit heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne, qui est aussi la sienne, tout en le félicitant des initiatives prises quant à la réconciliation et la cohésion au Burkina Faso. Le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, Monsieur le Président, et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens, concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière
entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Réagissant à son tour, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas non plus caché sa joie de se rendre en Côte d'Ivoire. Il a indiqué être venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière sécuritaire et de paix et promis de tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale pour le retour à une vie normale au Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés. Et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Interrogé sur la situation des soldats ivoiriens retenus au Mali, le président de la transition au Burkina Faso s'est dit confiant pour un dénouement rapide et a encouragé la volonté des deux pays de continuer de promouvoir l'entente et la paix. Nous avons évoqué bien entendu cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la présence du président de la transition au Burkina Faso ce lundi à Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Et au chapitre éducation de ce journal, ce lundi 5 septembre, au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, la ministre Maria Toukone était face aux acteurs du système éducatif. Elle a donné les grandes orientations pour cette année, à savoir la suppression des cotisations au bénéfice des COGES, les inscriptions préscolaires et aux primaires gratuites dans le public. Soyons des citoyens engagés pour une école de qualité. C'est le thème retenu pour cette année. C'est le thème de l'année dernière qui est donc reconduit cette année pour sensibiliser davantage à plus de responsabilité et d'engagement de part et d'autre. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Vous le savez certainement, l'activité scolaire reprend très bientôt. Ce lundi 5 septembre 2022 marque le début des inscriptions au préscolaire et aux cours préparatoires première année CP1, selon le regard de nos reporters qui ont sillonné quelques établissements scolaires. Si le personnel éducatif reste mobilisé depuis ce matin pour accueillir parents d'élèves et enfants, l'engouement, lui, n'est pas le même côté parents et enfants d'un établissement à un autre. Il se mesure à différents degrés. Reportage signé Khalid Diomandé
et Jean-Marc Djadji. Lundi 5 septembre 2022, c'est le début des inscriptions au préscolaire et au CP1. Groupe scolaire Château d'eau de Cocody, il est 10h45. Ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Clarisse vient pour l'inscription de sa nièce. Dans la salle d'attente, quelques parents. Pour éviter les longues files d'attente de retardataires, ils sont présents ce matin. C'est plus facile le premier jour. Ça te permet de t'apprêter, là au moins tu es tranquille. Le directeur de l'établissement reçoit les parents d'élèves conformément aux instructions du ministère de tutelle. Donc depuis le matin, nous sommes là. Et comme le ministère l'a indiqué, du 5 au 9 septembre, c'est l'inscription au CP1. Et depuis ce matin, ça se passe bien. Bon, essentiellement, au CP1, il faut un extrait de naissance. Mais déjà, même ceux qui n'ont pas l'extrait de naissance aussi, on doit les accepter. C'est ce que le gouvernement a dit. Après la revue des documents administratifs, dont le plus important, l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif, l'inscription de la nièce de Clarisse se déroule sans problème. Ça s'est très bien passé, c'était facile. Nous avons donné les documents nécessaires pour l'inscription. Bon, c'est gratuit aussi. Chez les plus petits, à l'école maternelle Château d'eau de Cocody, Rémi, âgé de 3 ans, est tout enthousiaste. Il va intégrer la petite section cette année. On a décidé de venir le premier jour, pour que l'établissement accueille notre enfant. Les parents viennent avec un extrait de naissance et un certificat de vaccination pour l'inscription. Pour les enfants de la petite section, l'âge requis est 3 ans. Pour la moyenne section, c'est 4 ans et pour la grande section, c'est 5 ans. Au centre de protection de la petite enfance de l'INFES de Cocody, le décor est différent. Les parents et leurs enfants sont venus en grand nombre. Depuis ce matin, les inscriptions à 7h30 et vraiment c'est avec plaisir que nous rencontrons, nous retrouvons les parents et les enfants. Les maîtresses sont très souriantes, sont contentes de nous recevoir et c'est vraiment avantageux. J'invite les parents à préférer toujours les premiers jours de la rentrée pour venir faire les inscriptions de leurs enfants, pour éviter un peu les bousculades. Cette affluence est le résultat d'une communication bien menée, selon la directrice de l'établissement. Dès que le ministère donne le coup d'envoi pour les inscriptions, nous mobilisons nos équipes, nous mobilisons tous nos parents, parce que nous avons un service de communication, pour que tout le monde soit là, pour que tout soit fait, pour que les parents puissent commencer les inscriptions dès le début de la date fixée par le ministère de l'Éducation. On a toujours un quota. Donc, dès que le quota est atteint, on ne peut plus prendre d'autres enfants. Dans la commune d'Adjamé, le groupe scolaire 220 logements affiche une mine timide. Les parents d'élèves se font rares. Le personnel éducatif reste cependant mobilisé pour la circonstance. Et donc depuis 7h30, nous sommes là. Malheureusement, les inscriptions sont timides. Nous voulons donc lancer l'appel aux parents qui sont encore réticents, qui n'ont pas encore sûrement l'information, de se mobiliser afin que nous puissions mettre à profit cette semaine pour que la semaine prochaine, véritablement, l'école puisse démarrer. Malgré la faible affluence, les inscriptions pour les classes du préscolaire et du CP1 ont bel et bien débuté. Elles se poursuivent jusqu'au vendredi 9 septembre. La rentrée, quant à elle, débutera effectivement le lundi 12 septembre. Et en attendant que la rentrée scolaire débutée atteigne sa vitesse de croisière, cahiers, ardoises et stylos sont au repos pour des vacanciers qui n'en demandent pas plus. Et pour occuper leurs enfants pendant ces vacances, si certains parents choisissent la destination Europe ou Afrique pour les vacances de leurs enfants, et bien d'autres font le choix de les envoyer au village. Pourquoi le choix du village? Comment ces vacanciers venus de la ville s'occupent au village? Se sentent-ils intégrés ou dépaysés? Élément de réponse dans ce sujet signé Davy Soyo et commenté pour vous par Franck Quadio. Des vacances loin de la ville, c'est de tradition depuis 3 ans pour Eunice, 14 ans, élève en classe de première à Etioboué, le village paternel dans la région du Sud Komoué. En ce début de journée accompagnée de ses sœurs et de sa tante, l'adolescente se rend au champ. Ici, les stylos et autres articles scolaires laissent place aux dabas et machettes. Le cours du jour, opération défrichement. L'institutrice, tante Geneviève. Voilà. Apprenez à travailler. Quand on dit aux vacances là, on aide les parents à travailler. Chaque année en vacances, quand ils viennent, ils amènent au champ pour apprendre à travailler un peu au champ, pour voir comment les parents souffrent ici pour les nourrir.
Quand ils sont là-bas, ils ne savent pas comment les parents font pour leur envoyer l'argent. Mais les gens, quand ils viennent en vacances, ils voient que mes parents, là, ils font travail champêtre. De la plus petite à la plus grande, l'apprentissage est loin de déplaire au groupe d'enfants. Ça me plaît, ça m'aide. J'apprends à travailler au champ, ce qu'on ne fait pas à Abidjan, bien sûr. J'aide mes parents aux travaux champêtres. De retour à la maison, elles sont accueillies par des cris chaleureux, histoire de les encourager à participer aux travaux champêtres. Attention! À peine reposées qu'elles se retrouvent du côté des fourneaux. C'est le début de l'éducation culinaire, toujours sous le regard de tante Geneviève. Au retour du champ, on apprend à préparer, faire les petits trucs de la cuisine. C'est important pour préparer. Une fois que si tu n'es pas préparé, tu vas faire comment? Il faut apprendre à préparer. En ville, nous n'avons pas le temps parce que nous partons à l'école. Quand nous venons, maman déjà fait la cuisine. Tout est déjà préparé, donc on n'a pas le temps, sauf les samedis peut-être. Elle nous a appris à faire du riz, un peu de sauce aubergine. Mais les sauces graines comme les sauces bétibées de chez nous, nous ne savons pas le faire. Donc quand nous venons au village, nous apprenons à bien faire cette sauce-là. Pour Clément, le papa, le choix du village est loin d'être un hasard. Le passage de ces enfants au village impacte positivement leurs résultats scolaires. À Abidjan, les enfants appellent l'éducation pas à la maison, mais à l'école. Avec les camarades, ils passent plus de temps à l'école qu'avec les parents à la maison. Donc quand il y a un petit temps de vacances, on profite, on vient que là, on est tout le temps avec eux, il n'y a plus de quoi, c'est à nous. Donc ça les sert à l'entrée par rapport à ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur dit, comment respecter, comment étudier de foi, comment appréhender les choses pour que ça puisse aller avec les nôtres. Pour ma fille, je sens que ça impacte vraiment ses notes. Dans la rue adjacente, la famille Allah. Ici, les vacanciers sont initiés par le patriarche à l'apprentissage de la langue locale, l'ani et le bétinet. Une classe particulière pour ces jeunes gens dont la majorité découvrent le village pour la première fois. Généralement, on sait qu'à Abidjan, c'est la langue française qui est plus parlée. Maintenant, arrivé au village, j'ai appris les mots avec mon grand-père. Il m'a appris, comme on dit bonjour Nani, c'est Anio. Comme on va te laver, c'est Kobia et tout. J'ai appris beaucoup de mots. On peut dire que les vacances ici sont bien, sont cool, puisque je me promène, je visite le village et puis tout ça. Il y a l'eau, il y a vu tout ça. J'étais content vraiment. Emmanuel, 10 ans, Benjamin de la famille se réjouit d'apprendre de nouvelles choses et surtout de rencontrer de nouveaux membres de sa famille. J'ai rencontré de nouvelles personnes au village et j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine ensemble pendant les vacances. Tu as rencontré qui? Cousin, mon grand-père et d'autres de mes cousines. Le passage au village est pour certains vacanciers une immersion dans la tradition et surtout une mosaïque de rencontres et de retrouvailles familiales. Et à leur retour du village, les vacanciers qui emprunteront donc la route de l'Est pour rentrer sur Abidjan rencontreront à moins de Dodane. Le ministre de l'équipement de l'entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, a procédé dans le village de Moapé, dans le département d'Edzopé, au lancement de l'opération de réduction de Dodane sur la route de l'Est pour le tronçon Abidjan à Imbilécro. 270 km, on compte 250 Dodanes et 13 pour Moapé qui abrite le lancement. Ils seront réduits donc de moitié pour une meilleure fluidité tout en maintenant la sensibilisation pour éviter les accidents de la route. Kader Sogodogo. L'axe Abidjan-Agnibi-le-Cro. Le compteur affiche 270 km. Une route réhabilitée pour une meilleure fluidité qui devrait en principe rendre le voyage agréable. Malheureusement, l'excès de vitesse et l'imprudence de nombreux usagers ont entraîné des accidents et des pertes en vie humaine. Des dodanes ont dû être érigés pour amener le conducteur à ralentir. Depuis quelques années, le nombre de ces dodanes pose problème. 250 pour 270 km. La conduite est compliquée. Le temps qu'on met difficile. Et puis les véhicules qui prennent des coups. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a décidé de réagir en réduisant de moitié le nombre de dodanes. Dr Amédée Kofi Kwaku a choisi Moapé, un village qui compte 13 dodanes, pour lancer l'opération. À l'ensemble des villages qui se situent sur cette route internationale, donc la route qui part d'Abidjan à Dzopé, à Coupé, à Bangourou jusqu'à Agnibi-le-Cro pour remonter vers
Bondoukou et après Bouna. C'est une route internationale qui est le corridor Est, mais avoir autant de dos d'âne, ça gêne énormément la circulation. Mais je voudrais vraiment rassurer la population, la sécurité est une de nos préoccupations. Ce n'est pas parce que dans ce village de Moapé, nous avons 13 dos d'âne. Même si on en laisse 5, entre 2 dos d'âne, les véhicules ne peuvent pas accélérer autant pour aller donc tuer des populations. Les élus et cadres de la région de la Mé, dont Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre, et Jean-Luc Assi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, donnent dans la sensibilisation. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé qu'on va aller vite sur les routes. La prudence doit être de mise. Le fait d'enlever donc les rodanes ne gêne pas et que le ministre l'a dit tout à l'heure, il rassure donc sur la sécurité des populations. Les populations de Moapé, sorties en grand nombre, marquent ainsi leur adhésion totale à l'opération. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 5 septembre 2022 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 434 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 5 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 824 cas confirmés, dont 85 972 personnes guéries, 819 décès et 33 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 613 777. Le 4 septembre 2022, 9 454 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 468 364 doses du 1er mars 2021 au 4 septembre 2022. Un tout autre registre à présent, parlons à présent des transporteurs, ceux de la Marawi qui rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement qu'il a engagées en faveur du secteur des transports de Côte d'Ivoire. Ils ont initié le week-end dernier une journée d'hommage au chef de l'État au cours de laquelle ils lui ont exprimé leur reconnaissance. Parrain et président de la cérémonie, les ministres Epiphane Zorobi et Amadou Koné ont exhorté les transporteurs à œuvrer pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le pays, gage de développement. Charles Tatou nous en parle. La réhabilitation des anciens bitumes et les nouvelles voies bitumées marquent la performance du réseau routier ivoirien. Des actions du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du secteur des transports routiers qui rapprochent les localités des districts autonomes et facilitent le transport interurbain. Imaginez l'axe Saint-Fra-Boiflé-Goudronné, l'axe Zenoula-Vavois-Daloa goudronné, l'axe Zenoula-Mankono goudronné, alors Boiflé devient deuxième Yamoussoukro. Pour les responsables de la section locale du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de la Marawi, cette cérémonie vient pour exprimer haut leur sentiment de joie et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Le plus dur commence pour le transporteur lorsqu'il n'y a pas la paix sociale. Mais si les transporteurs ivoiriens continuent d'investir dans le transport au point de faire venir les autocars de dernière génération pour satisfaire nos populations, c'est que quelque part, les exigences qu'ils ont sont satisfaites par donc, la gestion et la bonne gouvernance de notre pays. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi, et le ministre des Transports Amadou Koné, parrain de la cérémonie, apprécient cette action de reconnaissance des transporteurs. Il a fait énormément pour la région, il a fait énormément pour les transporteurs. Il faut que ce qu'il a fait, ce soit dit, ce soit su. Nous avons partagé avec vous la vision du président de la République qui vous a convaincu. Et vous avez raison d'organiser ici à Boiflé cette cérémonie. Parce que Boiflé fait partie avec Boaké des deux régions qui permettent au renouvellement du parc automobile de se poursuivre. Parce que ce sont les deux régions en tête dans le remboursement des prêts qui sont consentis. La remise du trophée à l'équipe des Corabillés de Boiflé, vainqueur du match de gala qui a précédé la cérémonie officielle, a mis fin à la journée d'hommage.
Les populations de Gangwé, un village de la commune de Ouaninou, dans la région du Bafing, ont également rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dont elles ont bénéficié dans plusieurs secteurs d'activité. Une cérémonie parrainée par Moussa Sanogo, ministre du budget du portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Vous pour le reportage. Les fils et filles de Gangwé, une localité de la commune de Ouaninou, région du Bafing, sont réunis sur la place publique du village pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Ces dernières années, les actions de développement du chef de l'État ont impacté positivement leur vie dans plusieurs domaines, entre autres. La route qui était à Sawel à venir ici, là. Ah, quand tu vois ça, toi-même, tu es content. Il n'y a pas de goudron d'abord. De tout bas jusqu'à Ouaninou. Ah, vraiment, ce n'est pas la peine. Nous avons la construction de notre infirmerie, franchement, qui nous a fait beaucoup plaisir. Vraiment, et puis la venue de l'eau aussi, franchement, nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État. C'est en reconnaissant de tout ce qui a été fait que les parents, à l'unisson, ont décidé d'honorer le président de la République, Alassane Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire aujourd'hui en un vaste chantier de développement. La Côte d'Ivoire est en marche. Et le parrain de renchérir sur cette marche du pays, menée de main de maître par le président Alassane Ouattara. C'est vraiment de la reconnaissance de tout le travail abattu par le président de la République, avec le gouvernement, à sa tête le Premier ministre, et bien sûr également le vice-président, pour faire en sorte donc, que dans toute la contrée de notre pays, que le développement touche nos parents. Et ça veut dire davantage d'électricité, davantage d'eau potable, des infrastructures de santé appropriées, des infrastructures éducatives bonnes, des facilités de déplacement à travers les routes, ainsi de suite. Donc à travers Gangwé, moi je considère que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de rendre hommage. Cette journée de réjouissance a été précédée la veille par des prières à la grande mosquée de Gangwé pour le président de la République, le vice-président, le gouvernement, ainsi que pour la paix et la prospérité du pays. De Gangwé, retour sur Abidjan politique. Le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'active à la préparation de son 13e congrès. Les membres du PDCI-RDA ont animé ce lundi une conférence de presse au siège du parti à Cocody, rencontre présidée par le coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication du PDCI-RDA, Bredoumi Soumaïla. L'actualité nationale était également passée en revue au cours de cette conférence de presse. Angela Diallo, Alexis Ouedraogo. Le PDCI-RDA se prépare pour son 13e congrès. Son bureau politique va se réunir le 29 septembre prochain à Daokro. Un seul point à l'ordre du jour, la date et les thèmes du 13e congrès ordinaire du parti. Le message, c'est annoncer la phase inexorable vers notre congrès. Et cette phase commence par un bureau politique important qui va préparer le 13e congrès du PDCI-RDA. Au cours de cette rencontre avec les médias, le porte-parole du PDCI, Bredoumi Soumaïla, est revenu sur les bonnes pratiques à adopter pour les candidats des prochaines élections législatives et régionales, désireux de se faire élire sous la bannière du PDCI. Un parti, c'est d'abord la discipline. Et nous avons organisé une plus grande ouverture au niveau du choix des candidats, une procédure plus transparente. Nous pensons que si on est militant, et qu'on rentre dans cette procédure de manière volontaire, et qu'à la fin de la procédure, vous n'êtes pas choisi, de manière disciplinée, vous devez vous ranger. À l'issue de cette rencontre, plusieurs autres points ont été abordés, à savoir le recensement général de la population et le dialogue politique. Notons que c'est lors de la cérémonie de clôture du colloque sur les 75 ans du PDCI qu'il a été annoncé la tenue du congrès ordinaire en 2022, premier du genre depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny sans élection pour la présidence du parti. Et puis cette page noire dans ce journal, décédé hier dimanche 4 septembre, le président du Conseil national islamique, l'imam Idriss Koudous Koné, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Williamsville en présence des parents, des amis et des guides religieux. À leur tête, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, le COSIM. Tous sont venus rendre un dernier hommage à l'imam Idriss Koudous Koné qui a eu droit à la prière mortuaire à la mosquée Bilal de Port-Bouedeux, située dans la commune de Yopougon.
Dans l'actualité internationale, nous disions dans les titres, le Royaume-Uni connaît depuis ce lundi le nom de son nouveau Premier ministre. C'est une femme, son nom Liz Truss. Elle a été élue ce lundi 5 septembre à la tête du Parti conservateur, devançant son adversaire Rishi Sunak pour prendre la succession de Boris Johnson comme chef de file des Tories et du gouvernement. La ministre des Affaires étrangères de 47 ans s'est largement imposée face à son ancien collègue des Finances. S'il faut également savoir, c'est qu'elle doit se rendre demain mardi en Écosse pour y rencontrer la reine Elisabeth qui lui demandera de former un gouvernement. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.